Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday. Aujourd'hui, c'est à une question courante que je vais tenter de vous répondre. Peut-on transporter des passagers payants avec un bateau de plaisance ? Quand on possède un bateau, il est plaisant d'inviter des amis ou de la famille à faire un tour sur l'eau. La tentation peut être grande parfois d'amortir, voire de faire un petit peu de bénéfice sur le transport, notamment lors des départs de grandes compétitions. Que dit la législation dans pareil cas ? Les différents types de bateaux répondent au principal au décret 84-810 du 30 août 1984. Comme souvent pour les décrets, il complète sur le terrain un texte de loi, c'est donc lui qui fait autorité en cas de litige. Le principe de base, paiement ou non du transport maritime. Le fait de faire ou non payer les passagers pour être transportés, que ce soit d'un point A à un point B ou d'un point A au même point A après un tour en mer, est la clé qui fera entrer un bateau, quel que soit son moyen de propulsion, d'une classe à une autre parmi les 3 classes existantes. 2 principales familles existent, avec une classe hybride pour les bateaux de structure de formation qui, par principe, doivent transporter leurs élèves. Contrairement à ce qui peut se lire ici ou là, c'est l'usage fait du bateau au moment du constat de cet usage qui rentrera en ligne de compte pour le qualifier. Ainsi, les 2 familles principales sont les NUP, navires à utilisation de plaisance, et les NUC, navires à utilisation commerciale. Comme je vous le disais, une catégorie tierce est utilisée pour les bateaux écoles qui utilisent commercialement le navire mais ne font pas l'usage pour le transport de personnes. Il s'agit alors des navires de plaisance de formation ou NPF. Les NUP, le cas le plus courant. Le cas général des bateaux de plaisance est d'être utilisés par une ou plusieurs personnes physiques, par une association ou par un locataire. On les appelle les NUP pour navires à utilisation de plaisance. La destination de cet usage est le loisir, attraper du poisson, se promener, faire du ski nautique, aller vers un autre port, etc. Il peut arborer, à titre payant cette fois-ci, une publicité, le pavillon d'un club ou une marque de matériel par exemple, sans rentrer dans le cas des bateaux payants. Le partage des frais, la fameuse caisse de bord, doit correspondre aux frais réellement engagés ou engageables pour l'activité prévue, dans le nombre de personnes prévues et dans des conditions prévues elles aussi. La suspicion d'une activité rémunératrice existera tant en l'absence de caisse de bord, comment vous arrangerez-vous que le carburant, que dans l'existence d'une caisse de bord bien trop remplie. Le locataire qui embauche, pour passer un moment plus agréable, un skipper, ne fait pas basculer le bateau dans une autre catégorie aussi longtemps que lui, le locataire, demeure l'organisateur de la sortie. Par exemple, il devra avoir fixé destination, étape, avitaillement ou toute autre forme d'organisation active de la sortie en mer. À noter, le simple fait de vouloir faire une sortie et de faire appel à un skipper professionnel n'est pas considéré comme prendre part à l'organisation, il faut que cette implication soit réelle et probable. Certaines pratiques ne sont cependant pas permises avec un NUP et peuvent le faire basculer dans une autre classification. C'est le cas, par exemple, de la livraison de petits déjeuners en bateau, de la collecte d'ordures ménagères, ou encore l'organisation d'un shooting photo à bord de son bateau pour aller photographier les concurrents d'une course à la voile. Selon les dimensions du bateau concerné, la division 240, bateau mesurant entre 2,50 m et 24 m, la division 242, bateau de plus de 24 m, la division 243 pour les bateaux de compétition ou enfin la division 244 pour les bateaux traditionnels définissent l'armement de sécurité, les conditions d'exploitation ainsi que les limites éventuelles d'une sortie. Les NPF, cas particulier des bateaux de formation. Un bateau école, par destination, forme les plaisanciers à l'exploitation d'un bateau de plaisance non professionnel. On trouve aussi dans cette catégorie les bateaux utilisés par les centres de plongée qui utilisent leurs bateaux pour se rendre sur le lieu d'exercice de l'activité. Les NPF sont nécessairement gérés par des organismes agréés pour prester l'une ou l'autre de ces activités. Ils ne servent ainsi pas à transporter n'importe qui dans un cadre touristique ou de loisirs, mais bel et bien des élèves dans le cadre d'une pratique. La seule notion de transport pour ces bateaux est celle de transporter ces élèves depuis ou vers le centre de formation ou le lieu d'exercice de l'activité, qu'il s'agisse de plongée, de natation ou de pêche par exemple. Point important à garder à l'esprit, les bateaux de plongée répondent pour les besoins spécifiques de cette activité à une réglementation particulière, il s'agit de l'arrêté du 28 février 2008. Le titre de NPF n'exonère absolument pas l'exploitant de cet armement ni des dispositions de sécurité inhérentes à la pratique visée. Les NPF ne sont pas de simples bateaux de plaisance. Selon l'usage pour lequel ils sont exploités, le port des EPI, les équipements de protection individuelle, les dispositions du code des sports, comme le port des moyens de protection contre la propagation de maladies, le masque, comme on a pu le connaître ces dernières années, sont obligatoires. C'est l'exploitant, qu'il s'agisse d'un professionnel ou d'une association, au moment de l'usage, qui est chargé de fournir d'une part, de surveiller d'autre part, l'utilisation ou le port des équipements obligatoires. Dans l'ensemble des cas d'usage d'un NPF, la disposition 240 est à appliquer, au même titre et dans la même portée que pour les NUP.
avec un complément selon l'utilisation. Ainsi, un voilier école, un bateau de plongée ou de ski devra-t-il appliquer en complément les dispositions du Code des sports avec possibilité de déroger à certaines dispositions de la division 240. Il semble en effet compliqué de demander à un plongeur de porter un gilet de sauvetage ou du RIPAM. Il peut, dans certains cas, être toléré qu'une veille ne soit pas réalisée. Les navires à utilisation commerciale pratiquent particulièrement encadrés. Les navires à utilisation commerciale répondent à une définition particulièrement simple. Il s'agit de bateaux de plaisance utilisés pour une utilisation commerciale, donc payante. Au cours de cette exploitation, le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine, le skipper, etc. Et ce bateau n'exploite pas une ligne régulière. Ce sont ainsi 3 conditions cumulatives qui définissent un NUC. L'embarquement de personnes, le transport de marchandises est donc exclu de cette définition, l'embarquement d'un équipage en relais, donc du personnel rémunéré, une navigation touristique et ou sportive qui n'exploite pas une ligne régulière, impossible donc de faire une traversée par exemple de la France vers l'Angleterre en s'arrêtant en plein milieu du DST pour faire de la plongée. Le gestionnaire de ces navires s'appelle un armateur. Il répond aux dispositions spécifiques de ce métier et aux obligations d'assurance professionnelle qui en font partie. La limite du nombre de passagers est importante à prendre en compte. Il est impossible de transporter plus de 12 personnes à bord d'un navire à propulsion mécanique et 30 pour un navire à voile. Le cas particulier des navires historiques ou des répliques porte ce nombre à 120 passagers transportés. Les règles d'armement de sécurité et de registre qui s'appliquent au NUC sont fixées par la division 241. Le décret 84-810 fixe, quant à lui, des nombres de passagers à ne pas dépasser selon le type, l'année de construction ou le mode de propulsion du bateau. Duralex, Sedlex. Ces navires à utilisation commerciale sont une exploitation commerciale de la plaisance. Les plaisanciers, comme les entreprises proposant les services exploitant les bateaux de plaisance, ne doivent pas oublier les dispositions de cette catégorie de navires sous le double risque de répression légale en cas de contrôle, contravention de 5e classe, et pénale en cas d'accident par défaillance de l'armement de sécurité. L'objectif de cette réglementation, comme souvent pour ce qui a trait au domaine maritime, est d'assurer la sécurité des usagers et des passagers sur un domaine, rappelons-le, qui présente certains dangers. Voilà, c'est la fin de ce Mayday un petit peu légal, j'espère qu'il vous a intéressé et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent.